Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Terre d'Asphalte. Au sommaire aujourd'hui, l'essai de la Ford Fiesta ST, de la Skoda Octavia, du Chevrolet Trax, de la Peugeot 2008, de la Mitsubishi Space Star et de la Mercedes CLA. Côté deux roues, nous testerons l'Aprilia Caponor et la KTM Duke 390. Le tout sans oublier les actus du moment. Pour commencer, prenons le volant de la petite sportive de Ford avec la nouvelle Fiesta ST. Alors que la Clio RS et la Peugeot 208 GTI s'écharpent à coups de chrono sur les pistes, un nouveau shérif arrive en ville. Car aujourd'hui, Ford dégaine sa Fiesta ST. Et si c'était elle qui allait mettre tout le monde d'accord? Voyons si elle a l'étoffe des meilleurs. Pour afficher ses ambitions sportives, la Ford Fiesta ST s'habille d'un kit carrosserie spécifique. L'avant revêt ainsi un bouclier acéré et une calandre noire badgée ST. L'auto s'embellit de bas de caisse moulés et de jantes de 17 pouces qui cachent partiellement des étriers rouges. Ces derniers sont disponibles en option avec le pack performance à 190 €. Les véhicules derrière vous découvriront le béquet de haillons proéminent et un diffuseur de couleur carrosserie accompagné d'une double sortie d'échappement. La Fiesta ST inaugure aussi 3 peintures exclusives, le rouge racing, le bleu performance et le flamboyant molten orange. L'ensemble pourrait faire tuning pour certains, mais il fallait bien cela pour intimider les concurrents. Celle-ci arbore généralement un style plus placide. L'habitacle fait également la part belle au sport avec 2 sièges baquets Recaro semi-cuir. Le conducteur pourra composer avec un levier de vitesse spécifique, un pédalier en aluminium et un volant siglé du blason sportif de Ford. Si la qualité de finition est au rendez-vous, l'ergonomie perfectible de la Fiesta est toujours d'actualité, notamment au niveau des réglages des sièges ou de la console centrale qui regroupe une armée de boutons. La bombinette est équipée du contrôle parental Mikey, du système Sync, de la radio MP3 et d'un ESC débrayable. En revanche, il faudra aller piocher dans le catalogue des options pour le GPS ou le régulateur de vitesse. Au premier coup de clé, la Ford Fiesta ST n'excite pas les sens, et sa sonorité timorée laisse même présager un caractère dans l'air du temps, linéaire et politiquement correct. En revanche, il s'agit bien de la seule concession que la sportive puisse faire. Elle vous rappelle sa véritable vocation dès le premier ralentisseur. Sa suspension, très ferme pour un usage au quotidien, vous tasse les lombaires et trahit la présence d'un châssis voué au sport. Mais quand la route commence à se transformer en terrain de jeu, c'est une autre histoire. Posée sur sa suspension abaissée de 15 mm et sur un carrossage négatif du train avant, la citadine virevolte de virage en virage avec précision, profitant d'une direction électrique recalibrée, mais hélas peu informative. Dans les lacets ou autres courbes lentes, la Fiesta ST peut compter sur l'Enhanced Torque Vectoring Control, qui simule l'effet d'un différentiel sur le train avant et d'un ESC qui canalise les ruades du train arrière. À ce propos, 2 autres modes sont disponibles. Le premier met les garde-fous en veille et repousse l'intervention des aides électroniques, et le second les désactive totalement, laissant le conducteur seul avec le ITVC. Dans ce premier cas, la Fiesta exige de l'anticipation avec son arrière-train joueur mais très vif, au lever de pied ou en reprise de grippe. Même si la Ford Fiesta ST n'accuse que 182 chevaux et 240 Nm de couple, elle peut compter sur la fonction Overboost de son calculateur qui, pendant près de 20 secondes en cas de forte sollicitation de l'accélérateur, augmente la pression du turbo, fait passer la puissance à 197 chevaux et le couple à 290 Nm.
Un effet temporaire qui peut être répété à souhait dès qu'on change de rapport, et ce à n'importe quel régime. Dotée de ce supplément d'âme, la Ford Fiesta ST affiche un tempérament explosif, rageur, comme à la grande époque des GTI. L'effet est amplifié grâce à une commande de boîte précise et ferme, aux décharges du turbo et au Sound Symposer qui, par l'intermédiaire d'une membrane active, renvoie les bruits d'admission dans l'habitacle. Cela met tout de suite dans l'ambiance et la Fiesta ST devient une véritable machine à sensations. Même son système de freinage à 4 disques se montre inépuisable. Moins puissante que ses concurrentes françaises, la Ford Fiesta ST se rattrape en étant un engin hargneux et physique en conduite musclée. La Fiesta ST s'affiche à partir de 23 700 €. Premier essai de roue de cette émission avec l'Aprilia Caponor. Le secteur des trails 1200 est en pleine effervescence. BMW R1200 GS, KTM Adventure 1190 et Ducati Multistrada dynamisent le marché. La nouvelle Caponor 1200 s'y ajoute désormais. 2 versions sont au catalogue, dont celle de notre essai avec un Travel Pack, comprenant notamment le régulateur de vitesse et les suspensions dynamiques. Ce modèle peut-il rivaliser avec ses récentes concurrentes ? La Caponor 1200 reprend la face avant de la RS V4, la Twuno ou encore le SRV. On retrouve une optique centrale et 2 latérales effilées, nettement séparées par les lignes et les coloris. Pour protéger efficacement le pilote, les flancs du réservoir sont larges et descendent bas. Par contre, le pare-brise réglable en hauteur manque de surface pour bien être à l'abri. Il se manipule avec les 2 mains. Les protège-mains sont d'origine chez Aprilia et la protection est dans son ensemble d'un bon niveau. La position au guidon est très agréable, mais rien ne s'ajuste, pas même la hauteur de selle. Celle-ci reste très confortable avec de jolies surpiqûres rouges. Le passager bénéficie d'une place correcte et de grandes poignées pour se tenir, un peu en retrait jusqu'à l'aplomb du feu. Sous la selle, la place est très réduite. Aucun vide-poche n'est disponible pour laisser des affaires. Tout est à mettre dans les valises qui accueillent chacune sans encombre un casque intégral, puisque l'imposant silencieux passe en dessous. Le cadre combine des tubes d'acier parfaitement visibles et des plaques d'aluminium. Sur le côté droit, l'amortisseur est mis en exergue avec son ressort rouge. Sur le côté gauche, on trouve la commande du système d'amortissement dynamique et la petite tige qui suit les mouvements du bras oscillant. Les réglages des suspensions se font uniquement à l'arrêt et moteur allumé. Tout se fait depuis le tableau de bord digital à l'aide de 2 boutons. On peut choisir entre pilote seul, pilote avec bagage, pilote et passager avec bagage ou automatique. Sur cet écran, on règle également le niveau d'anti-patinage et la présence ou non de l'ABS. Le moteur est celui de la Dorso Duro, mais aménagé pour répondre à sa nouvelle vocation. Le bicylindre à 90 degrés à 4 soupapes par cylindre développe 128 chevaux en version libre et un important couple de 11,8 m/kg. Il est commandé par l'électronique, une électronique omniprésente sur cette machine. Les suspensions dynamiques en mode automatique gomment les imperfections de la route, surtout à l'arrière. Mais la roue avant ne remonte aucune information. Le guidage semble imprécis et met peu en confiance, comme si l'assiette de la moto était nettement portée sur l'arrière. Le mode pilote et bagage estompe cette sensation, tout comme le fait d'adopter un rythme assez soutenu. Lorsque la vitesse augmente et que les freinages et accélérations sont plus brutales, le mode auto ne donne plus cette sensation. En effet, que l'on choisisse une cartographie tourisme, sport ou pluie, que l'on règle l'anti-patinage sur n'importe quel niveau, ou que l'on garde ou non l'ABS, les suspensions restent indépendantes et s'ajustent en permanence en fonction de la conduite, des variations d'assiette et des irrégularités de la chaussée. Il faut un temps d'adaptation pour se sentir en confiance au guidon d'une machine qui donne l'impression de survoler l'asphalte en gommant tous les trous et défauts rencontrés. Une fois ce cap passé et la méthode assimilée,
On profite pleinement du bicylindre explosif dès qu'on passe les 6000 tours par minute. Pour une conduite plus touristique, le moteur ne doit pas descendre trop bas dans les tours. L'Aprilia s'apprécie à partir de 3000 tours par minute, et particulièrement lorsqu'on atteint les 7000 tours. Le revers de la médaille est que la consommation oscille autour des 9 litres au 100 km. Cette Aprilia tient facilement la comparaison sur le plan dynamique et de l'agrément avec la Ducati plus chère et la KTM moins richement dotée. Le rapport prix-prestation est indéniablement bon. L'Aprilia Caponor est disponible à partir de 12 999 € et 15 399 € avec le Travel Pack. Skoda présente la version entièrement revue de son Octavia, un modèle phare du constructeur à laisser immédiatement. Modèle le plus vendu de la gamme, l'Octavia est crucial dans le plan produit de Skoda. La troisième génération ajoute sa pierre à cet édifice avec la technologie comme nouveauté de choix. Presque premium une Skoda ? Nous allons voir cela immédiatement. L'Octavia se fait plus familial que jamais, avec une longueur atteignant désormais 4,66 m. Au premier coup d'œil, ce troisième opus pourrait passer pour une évolution du précédent. On retrouve les fondamentaux du style avec une calandre avec bec d'aigle, un profil à 3 volumes malgré la présence du haillon, ou encore les feux arrière arborant le C caractéristique. Pourtant, la nouvelle Octavia oublie les courbes de son ancêtre au profit d'une multitude de lignes et d'angles droits. Ainsi, les contours du capot, de la calandre et des phares sont tous saillants et le haillon présente des plis de tôle montrant que le dessin n'a pas été voulu simpliste. D'ailleurs, les designers de la marque ne sont pas peu fiers de leur bébé, auquel ils prêtent un style sportif. Même si le dessin est réussi, nous n'irons tout de même pas jusqu'à comparer le profil de l'Octavia à celui d'un coupé. L'allure est avant tout sobre, mais de bon standing. Il est loin le temps où les planches de bord Skoda donnaient l'impression qu'elles allaient se décrocher à la moindre imperfection de la route. Notre Octavia présente désormais un intérieur aux assemblages rigoureux et aux matériaux de bonne qualité. La présentation est sobre et l'ergonomie s'avère réussie. On note l'apparition du GPS à écran tactile, dont le menu apparaît à l'approche de la main. Les inserts décoratifs en plastique peint tentent d'imiter l'aluminium. À défaut d'y réussir pleinement, ils mettent un peu de couleur dans l'habitacle. Suivant les versions et les options choisies, la sellerie se composera de tissu, d'alcantara ou de cuir. L'auto offre aussi une belle habitabilité aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, à peine gênée par la présence d'un tunnel central. Autre star de l'Octavia, le coffre. Il a été un des points forts de la berline et cette génération ne fait pas exception avec un volume de 590 litres disponible sous la tablette. La banquette est rabattable 1/3 de tiers, mais ne permet pas d'obtenir un plan plat. On se dit qu'une équipe doit être dédiée au coffre en constatant les nombreuses astuces. Tapis de sol réversible, création de compartiments, filets, il peut se plier à bien des situations. Dernier détail bien pensé, la petite raclette rangée au niveau de la trappe à essence, parfaite pour les matins givrés. Jusqu'à maintenant, les différentes générations d'Octavia reprenaient les plateformes de la Volkswagen Golf. Cette fois-ci, comme pour la majorité des dernières nouveautés du groupe, la plateforme à l'honneur est la MQB. Elle distille un confort de très bon niveau, y compris sur des routes en mauvais état. Saluons également les sièges particulièrement enveloppants de la version Elegance. Nous avons essayé la motorisation 1,8 litre TSI de 180 chevaux, fleuron actuel de la gamme. Malgré cette puissance confortable, ce brave 4 cylindres n'a rien d'un sportif. La version équipée d'une boîte DSG à 7 rapports s'avère moins nerveuse que son homologue à 6 vitesses et confirme son souhait de concurrencer les berlines rapides plutôt que dynamiques. Elle annonce ainsi une vitesse maximale de 232 km/h
et un 0 à 100 km/h parcouru en 7 secondes 4. A noter que les différences existantes entre les trois modes de conduite, éco, normal et sport, sont quasi imperceptibles. Sur route sinueuse, nous avons constaté une consommation moyenne de 9 litres au 100 km. Un chiffre très honorable pour la catégorie dans ces conditions. L'Octavia ne fait pas l'impasse sur la sécurité avec de nombreuses aides électroniques, dont un régulateur de vitesse adaptatif ou l'aide active au maintien en ligne. Finalement, à part un très léger trou à l'accélération et un manque de caractère lorsque l'on tente de la cravacher, il est difficile d'effectuer de gros reproches à cette Octavia Essence. La présentation pourrait être un peu plus raffinée, mais pour l'acheteur qui attacherait beaucoup d'importance à ces critères, il existe les Audi A4 et BMW Série 3. Deux autos qui déclencheraient la petite étincelle qui manque ici, mais qui sont plus chères de 5000 €. Finalement, le véritable problème de l'Octavia n'est-il pas qu'elle flatte moins l'ego de son propriétaire que ses rivales ? Les actus et nouveautés de la planète auto, c'est maintenant. L'actu jeu vidéo du moment, c'est le trailer de Forza Motorsport 5 sur la future Xbox One. Peu d'infos à ce jour circulent et nous ne disposons que d'une cinématique à nous mettre sous la dent. On peut cependant prédire que le jeu sera un soutien de la console lors de son lancement qui devrait intervenir avant les fêtes de fin d'année. Jeu vidéo toujours avec la sortie de NASCAR The Game. Sous-titré Inside Line, il permet de se glisser dans la peau d'un pilote de ces courses très prisées en Amérique. Les licences officielles permettent de courir sur 23 circuits, avec un choix de 40 pilotes, en utilisant les données télémétriques des 2 dernières saisons. Le jeu est disponible sur le PlayStation Network. Peugeot est de retour à Pikes Peak avec une impressionnante 208 T16. Pour fêter l'événement, la marque au Lyon nous gratifie déjà d'un film mettant en scène l'auto sur les routes du Mont Ventoux. Et à ses côtés, on découvre son aîné, la 405 T16, que Harry Vatanen avait piloté voici 24 ans. Séquence nostalgie. La Citroën Méhari fête son anniversaire. Pour l'occasion, l'auto s'expose avec d'autres découvrables au C42, le showroom parisien de la marque au chevron. Il est ainsi possible de faire un saut dans le passé avec cette icône de la fin des années 60. La Méhari a été lancée il y a 45 ans, le 16 mai 1968, et commercialisée à partir de 1969 jusqu'en 1987. Et au total, ce sont 144 953 exemplaires exactement qui ont été construits, dont 1213 versions 4 roues motrices. Donc c'est un assez beau succès pour une voiture quand même qui est comme totalement différente de ce qu'on peut connaître habituellement. Chevrolet propose à son tour son petit crossover urbain avec le Trax dont nous prenons le volant. Chevrolet s'attaque à la déferlante des petits SUV. Malgré sa gamme bien armée pour capter une cible familiale en manque d'espace, avec la Cruise Station Wagon, l'Orlando et le Captiva, il manquait un modèle pour concurrencer le Nissan Juke ou les récents Peugeot 2008 et Renault Captur. Ce sera désormais le rôle du Trax. Ce Chevrolet est un petit frère de l'Opel Mokka dont il partage la plateforme technique, pourtant au premier coup d'œil, rien ne laisse deviner cette parenté. Il faut dire que d'un point de vue design, le Trax joue à fond la carte de l'image américaine. Il se veut imposant tout en muscles et offre une sensation de robustesse, à défaut de prétendre au titre du roi de l'aérodynamisme.
L'apparence est toutefois trompeuse puisqu'il affiche un CX de 0,36 qui s'avère bon pour cette catégorie de véhicules. La calandre, frappée du logo Chevrolet, s'affiche largement sur la face avant. Les passages de roues sont taillés comme les épaules d'un athlète surentraîné, les phares eux-mêmes occupent un espace non négligeable et évitent les dessins complexes. Seuls les anti-brouillards entourés d'un jonc chromé semblent vouloir apporter un peu de douceur au dessin. Les passages de roues bien ancrés se retrouvent également à l'arrière. Ils sont aussi sculptés que sur une sportive et renforcent l'aspect de robustesse du véhicule. C'est l'élément principal, les artifices sont évités. On trouve simplement les feux placés verticalement, un béquet et un cerclage de lunettes arrière noires se détachent bien sur notre version d'un rouge pimpant. L'ambiance à bord est sobre. Si le beige de notre modèle d'essai dessert le véhicule en donnant un aspect caramel mou peu valorisant au plastique, il n'en sera pas de même sur les modèles vendus en France. Les versions que vous avez pu essayer aujourd'hui sont des versions européennes du Chevrolet Trax. Certains niveaux de finition ne seront pas disponibles en France. Nous avons fait par exemple le choix de n'offrir sur le marché français que des finitions avec les planches de bord entièrement anthracite. Ça fait partie des quelques petites nuances que le marché français a choisi d'adopter. Cette teinte foncée donne meilleure allure aux plastiques qui sont d'une qualité standard et s'abstiennent d'un toucher moussé. Le tableau de bord rappelle celui de la Spark avec un compte-tours et un tachymètre digital. C'est un peu surprenant au premier abord car minimaliste pour une auto de cette taille, mais tout à fait pratique à l'usage, ce qui est l'essentiel. S'il est imposant de l'extérieur, le Trax demeure un crossover urbain à l'intérieur. L'espace est convenable pour voyager et le coffre offre un volume de 356 litres. Si visuellement on s'attend à plus, on est tout de même dans une bonne moyenne. On trouvera aussi les aménagements que l'on est en droit d'attendre pour un véhicule prêt à affronter le week-end. Prise électrique standard ou tiroir sous le siège passager. Sans trait complexe, le Trax impose son style, celui d'un baroudeur un peu brut de décoffrage qui semble prêt à affronter la route en se jouant d'elle. Alors faisons-lui plaisir. Pas d'effet camionnette ici, on trouve rapidement une bonne position de conduite dans le Trax. On se sent en confiance pour tracer la route sans mauvaise surprise. La direction est précise, la boîte de vitesse n'accroche pas et l'auto ne prend qu'un roulis minimum, ne gâchant jamais le confort ou la sécurité. Tout juste peut-on trouver les suspensions plus souples que sur des modèles concurrents. S'il faut trouver un défaut au Trax, c'est sans aucun doute du côté de l'insonorisation. Celle-ci est nettement insuffisante avec la motorisation diesel qui se fait bien entendre et rend les longs trajets plus fatigants. Cela s'estompe logiquement avec la version essence, mais un effort sur cet aspect aurait été bienvenu. En essence justement, c'est le 1,4 litre de 140 chevaux qui coiffe la gamme. Au-delà des 100 km/h, il respire et s'envole facilement dans les tours. S'il est très plaisant sur autoroute, il s'avère moins à l'aise à bas régime, avec des accélérations linéaires, mais manquant de punch. Les 1739 kg du Trax y sont sans doute pour quelque chose. À ce petit jeu, le diesel 1,7 litre VCDI de 130 chevaux s'avère bien plus réactif, malgré un poids encore en hausse avec 1429 kg à vide. Mais son couple de 300 Nm, de 2000 à 2500 tours minute, répond présent et s'avère idéal pour les routes de campagne ou de montagne, demandant de changer régulièrement de rapport. L'utilisation de chacun guidera le choix entre une essence douce et familiale et un diesel bourru et baroudeur. Enfin, avec son air d'ami des grands chemins, on a bien sûr envie de faire sortir le Trax des sentiers battus. Comme pour tous les véhicules de ce genre, il ne faudra pas l'emmener dans des endroits trop extrêmes, au risque de lier d'amitié des pierres et votre languette de battre par choc, mais il pourra passer dans des sentiers secondaires sans crainte. S'éloigner de la civilisation va vraiment très bien avec son look, même s'il s'agit juste de faire un pique-nique à 100 mètres de la route la plus proche.
L'autre aspect primordial du Trax, c'est le rapport prix-équipement. Et Chevrolet respecte sa bonne image sur ce point. 3 niveaux de finition pour le Chevrolet Trax au lancement en France, une finition LS, LT et LT+, une finition LS qui, dès l'entrée de gamme, offre la climatisation, le régulateur limiteur de vitesse, la radio CD avec le Bluetooth, une finition complète dès le premier niveau de finition. Dans la guerre actuelle des crossovers, le Chevrolet Trax sait tirer son épingle du jeu. Quand beaucoup jouent sur des designs savamment étudiés pour conquérir une cible souvent féminine, le Trax sort son artillerie lourde. Plus carré, plus masculin, il rappelle les fondamentaux de ce secteur avec l'envie de se sentir en sécurité et de dominer la route en fer de lance. Une autre façon de se distinguer. C'est certes loin de la personnalisation de ses concurrents, mais les arguments sont là pour conquérir le cœur et le porte-monnaie des Français. Terre d'Asphalte revient dans un instant avec l'essai du Peugeot 2008, du Mitsubishi Space Star, de la Mercedes CLA et de la KTM Duke 390. A tout de suite.